ces quelques notes de Marc-Antoine Charpentier, qui a composé la musique du Malade imaginaire, que nous allons entamer ce diaporama sur Molière et son contexte historique et culturel. D'abord, je vais vous rappeler quelques éléments biographiques en mettant en parallèle la vie de Molière et quelques événements historiques et politiques qui se déroulent alors à cette époque en France. Bien entendu, n'essayez pas de retenir toutes les dates. Ces dates sont là justement pour vous expliquer le contexte de la vie de Molière. Retenez les éléments importants qui pourront vous servir éventuellement dans une dissertation ou dans une introduction pour les études linéaires que vous pourrez proposer à l'oral. Alors, on va d'abord commencer justement par les événements plutôt politiques et historiques qui rythment la vie du Royaume de France. Il faut savoir qu'on est en effet sous une monarchie et Molière naît à Paris en 1622 dans une famille de bourgeoisie aisée. Son père est alors tapissier du roi. En 1642, c'est le décès de Richelieu. Richelieu était un cardinal important, tant au niveau politique, mais aussi surtout artistique, puisque c'est grâce à lui notamment que l'Académie française a été fondée, et c'est lui qui a mis en place tout un système déjà de mécénat, c'est-à-dire qu'il a mis en œuvre des pensions qui servaient à financer les artistes et leurs créations. En 1643, c'est la mort de Louis XIII et commence alors la régence d'Anne d'Autriche, puisqu'en effet, le futur Louis XIV n'est pas encore en âge de régner. Et c'est Mazarin qui va être lui aussi un cardinal et va prendre la charge du ministre principal de cette monarchie. C'est la même année que Molière choisit le métier de comédien. En effet, il va renoncer à la charge de son père, celle de tapissier du roi, et va fonder avec Madeleine Béjart l'Illustre Théâtre, une troupe qui va le suivre finalement durant toute sa vie. En 1645, Molière est confronté à des difficultés financières et va donc quitter Paris pour parcourir les routes de France durant 12 ans et proposer donc ses créations sur des théâtres itinérants. De 1648 à 1653, la France est perturbée par un mouvement, un soulèvement des nobles contre le pouvoir royal, et c'est ce qu'on a appelé la Fronde. Cet épisode va profondément traumatiser le futur Louis XIV, qui va être obligé en effet de fuir Paris, et ça sera un traumatisme qui sera probablement à l'origine de la monarchie absolue et du pouvoir très personnel qu'il mettra en place par la suite. En 1650, Molière va ainsi jouer des farces inspirées de la Commedia dell'arte. En effet, je vous rappelle que cette Commedia dell'arte est un théâtre qui a vu le jour en Italie au XVe siècle, fondé sur l'improvisation et sur des personnages types comme par exemple Arlequin ou encore Polichinelle, etc. C'est aussi à cette époque que Molière va monter ses deux premières comédies, à savoir L'Étourdi et Le Dépit amoureux. En 1658, il revient à Paris et sa troupe est alors protégée par Monsieur le frère du roi. Louis XIV commence justement à faire de plus en plus sa place sur le trône. En 1660, il va se marier avec l'infante d'Espagne et en 1661, la mort de Mazarin va permettre à Louis XIV d'affirmer le début de son règne personnel et de sa monarchie absolue. C'est alors que Molière va être présenté justement à Louis XIV et qu'il va réaliser un premier triomphe avec une pièce qui s'intitule La farce du docteur amoureux. Son premier vrai succès lui arrive néanmoins en 1659 lors de la création des Précieuses ridicules. En 1672, Lully va obtenir les privilèges qui lui permettra d'obtenir l'exclusivité des spectacles musicaux. Pendant longtemps, Molière et Lully vont collaborer avant de se brouiller profondément. Alors, je vous ai retracé encore un peu les créations qui ont jalonné la vie de Molière. Donc, l'École des Maris en 1661. En 1662, il va créer l'École des femmes, qui est sa première vraiment grande comédie, qui va être à la fois un succès, mais aussi une source de critique. C'est la même année qu'il épouse la jeune Armande Béjart.
En 1664, il crée sa première comédie-ballet dans laquelle Louis XIV danse, à savoir le mariage forcé. Et Molière fait également jouer Tartuffe, qui est une pièce qui est fortement appréciée par le roi, mais cette pièce va être rapidement interdite en raison de la pression des dévots. En effet, dans cette pièce, il mettait en scène un dévot hypocrite qui voulait récupérer l'héritage d'un barbon et qui cherchait à séduire la femme de celui-ci. En 1665, Triomphe fait à nouveau scandale avec la pièce de Don Juan. La troupe devient alors la troupe du roi et il va créer une comédie-ballet avec comme collaborateur Lully qui s'intitule L'amour médecin. S'ensuit ensuite la création du misanthrope, du bourgeois gentilhomme, des femmes savantes. C'est à ce moment-là que la brouille avec Lully va devenir effective et que Molière va collaborer donc avec Marc-Antoine Charpentier, dont je vous parlais au tout début du diaporama, puisque c'est lui qui a créé la musique du Malade imaginaire. En 1673 arrive enfin la création de notre pièce au programme, le Malade imaginaire, comédie-ballet en 3 actes et en prose. Et on le sait, Molière sera obligé de quitter la scène au cours de la 4e représentation, pris d'une violente quinte de toux. Il sera évacué de scène et finira par mourir chez lui. Alors, il faut surtout comprendre que Molière est fortement lié aux décisions et au pouvoir, au règne personnel de Louis XIV. Louis XIV, en effet, vous l'avez compris et vous en avez déjà entendu parler en histoire, est un monarque absolu. C'est-à-dire qu'il va exercer un pouvoir vraiment personnel, il ne va pas déléguer et il va imposer son autorité. Or, cette autorité, elle va également s'exercer sur les productions artistiques de son époque. On le sait, le surnom de Louis XIV, c'est le roi soleil. Et justement, cette métaphore, cette sorte de périphrase qu'il s'attribue à lui-même, s'explique parce qu'il veut se rapprocher d'Apollon. Il reprend les attributs de ce dieu de la beauté et des arts. Il se veut donc un protecteur des arts, un mécène, puisqu'il va continuer à financer des artistes, comme le faisait déjà donc, Richelieu dans le règne précédent. Sauf que cette protection des arts va également s'assortir d'une forme de propagande, puisqu'il va se servir des artistes, alors que ce soit les peintres, les dramaturges, les écrivains, pour faire rayonner son règne et son idéologie. Il usera également de la censure pour contrôler les idées diffusées. Ainsi, Molière doit impérativement flatter le roi, faire ses louanges pour obtenir ce dont il a besoin pour sa troupe. On remarque d'ailleurs cette idée d'éloge, de dithyrambe, comme on dit à l'époque, dans l'églogue qui ouvre le Malade imaginaire. Molière est consacré ordonnateur des festivités de la cour et il est alors, en quelque sorte, le chef d'orchestre des spectacles qui doivent réjouir le roi et les nobles. Conscient que le roi aime la musique et la danse notamment, le roi aime danser et aime même participer à des représentations de danse, Molière va inventer ce genre hybride qu'est la comédie-ballet. C'est un spectacle total qui va mélanger théâtre, musique et chorégraphie. Dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, Molière va collaborer avec Lully. Or, le goût naissant pour l'opéra, genre italien, et Lully est italien, aura raison de la comédie-ballet et aussi de l'entente entre les deux hommes. Ainsi, on comprend que sous Louis XIV, la concurrence entre artistes est vraiment très rude. Il est sans cesse nécessaire de se réinventer pour obtenir les faveurs et privilèges du roi. Le Malade imaginaire est une comédie-ballet qui est le résultat d'une collaboration tripartite. On a Molière pour le théâtre, mais on a Beauchamp pour la danse et Charpentier pour la musique. Ce genre, au décor fastueux avec des effets spectaculaires, disparaîtra à la mort de Molière. Alors, le XVIIe siècle, on est revenu tout à l'heure sur les éléments plutôt politiques qui le jalonnent, et surtout, dans le domaine artistique, considéré comme l'âge d'or du théâtre. L'âge d'or du théâtre français. Pour être reconnu à l'époque,
si vous étiez écrivain, eh bien le plus judicieux, en tout cas le plus rapide pour connaître la célébrité et la reconnaissance, c'était de se lancer dans l'écriture de tragédies. C'est ce qu'ont bien compris Corneille et Racine, qui sont les auteurs emblématiques de cette période. Néanmoins, grâce à Molière, la comédie va acquérir ses lettres de noblesse. Je vous rappelle quelques différences entre la tragédie et la comédie. La tragédie va mettre en scène des personnages nobles, de rang élevé, par exemple des princes, des empereurs, mais aussi des héros, des dieux, d'accord? Et les héros de la tragédie sont sans cesse soumis à une fatalité implacable, ils ne peuvent pas échapper à leur destin, alors que la comédie, elle, va choisir des personnages beaucoup plus ordinaires et des intrigues qui font écho à la vie quotidienne des spectateurs. Si Molière commence d'abord par écrire des farces ou des pièces inspirées de la Commedia dell'arte, et donc qui utilise, si vous voulez, un comique assez, entre guillemets, facile, assez vulgaire, Molière va également créer de grandes comédies, qu'elles soient de caractère ou de mœurs. Par exemple, en comédie de caractère, vous avez l'Avare, que vous avez tous probablement lu au collège ou dont vous avez au moins entendu parler. Harpagon incarne cette avarice, cette radinerie à l'excès, et le but de la comédie est alors de se moquer de ce personnage pour que l'on n'ait pas envie de lui ressembler et qu'on ne soit pas aussi radin que lui. Pour les comédies de mœurs, là, on s'attaque non pas à un défaut particulier d'un être humain, mais à, on va dire, une catégorie sociale, à des comportements que l'on peut retrouver dans la société et notamment dans la cour qui environne Molière. Par exemple, on peut penser aux précieuses ridicules. Les précieuses ridicules font la caricature de ces femmes savantes qui utilisent un langage très imagé. On en a déjà parlé en classe quand on a parlé de Madame de Lafayette. Vous avez expliqué que les précieuses utilisaient un langage très imagé, fait de métaphores. Par exemple, à la place de dire « venez vous asseoir dans le canapé », elle disait plutôt « venez vous asseoir dans les commodités de la conversation ». Ou encore, si elle devait se regarder dans le miroir, elle disait « je m'en vais consulter le conseiller des grâces ». Et bien Molière, dans Les Précieuses ridicules, se moque de cette prétention, de ce langage raffiné. Voilà, donc là on est dans la comédie de mœurs. Molière va trouver son public, va trouver le succès parce qu'il va aborder des thèmes qui parlent directement à ses spectateurs. Des sujets de société, des comportements humains ou des thèmes de morale. Alors, nous allons revenir à présent sur la thématique de la médecine, qui est importante dans notre œuvre au programme Le Malade imaginaire, et qui est un topos comique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un topos? Topos, c'est le singulier, d'accord? Et au pluriel, ça devient topoi, T-O-P-O-I tréma. Un topos, c'est une scène, un thème que l'on retrouve très souvent dans les œuvres littéraires. Par exemple, dans un roman, on a très souvent une scène de rencontre. Je vous renvoie là encore à Madame de Lafayette, la scène de rencontre entre Mademoiselle de Chartres et son mari, ou encore la scène de rencontre entre la princesse de Clèves et le duc de Nemours. Et en fait, dans la littérature française, on retrouve très souvent des scènes de rencontre. Eh bien, la médecine, elle, est un topos comique que l'on retrouve souvent dans les pièces de théâtre. Il faut rappeler quelques éléments sur la médecine au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, la médecine utilise encore les connaissances des savants antiques. Elle se repose notamment sur la théorie des humeurs héritée d'Hippocrate. En effet, selon ce savant, le déséquilibre entre 4 humeurs, à savoir le sang, la lymphe, la bile jaune et la bile noire, serait à l'origine des maladies. Dès qu'il y en a une qui prend le dessus sur l'autre, on est atteint d'un mal. Et alors, au XVIIe siècle, on se disait que pour rétablir l'équilibre entre ces différentes humeurs, la seule solution était de pratiquer des saignées. C'est-à-dire que du coup, on ouvrait une veine pour vider une partie du sang, là comme vous le voyez sur l'image, en se disant que ce type de purge permettait d'évacuer le mal. Or, en réalité, le remède était pire que la maladie. Ainsi, dans le théâtre de l'époque,
et notamment chez Molière, on va souvent être confronté à une satire de la médecine. Ce précepte de la saignée dont on parlait était préconisé par un certain Guy Patin. Et on sait que ce médecin va servir de modèle au personnage de Diafoirus dans Le Malade imaginaire. Molière en fait un portrait acerbe, très satirique, en le décrivant vraiment comme un individu pédant et incompétent. Il s'attire alors les attaques des médecins de l'époque, mais manque de bol pour eux, si vous voulez, le roi a connu tout au long de sa vie de nombreuses maladies et il a donc souvent été confronté à des médecins et des médecins souvent incompétents. Et du coup, il va apprécier ces pièces de Molière qui mettent en scène des médecins ridicules, incompétents, caractérisés par leur inefficacité.